Bonsoir à tous. Le point sur l'actualité, édition du 21 février 2024. C'est parti pour cette nouvelle aventure sur les antennes de For You Media Africa. En première partie de cette émission, nous mettrons le cap du côté de la République démocratique du Congo. Parler justement de ce torchon qui brûle entre la RDC et le Rwanda. De plus en plus, donc, la pression ne retombe pas. Et pour cause, la résurgence des attaques du M23 depuis plusieurs semaines à l'est du pays. La situation sécuritaire ne cesse de se dégrader dans un contexte de tension de plus en plus vive entre Kigali et Kinshasa, amplifiant le risque d'une confrontation directe entre notamment les deux voisins. Mais comment prévenir justement cet affrontement armé? Le processus diplomatique à l'agonie relancé par l'Angola a-t-il de réelles chances d'aboutir? Pourquoi les Nations Unies ne se saisissent pas de ce dossier en tenant un discours ferme à l'endroit des deux dirigeants? Comment interpréter la pression accentuée sur le Rwanda par la communauté internationale pour son rôle présumé dans cette crise sécuritaire? Élément de réponse, messieurs, vous le savez, à suivre dans le cadre de cette émission du point sur l'actualité. En deuxième partie de cette émission, nous mettrons le cap du côté des États-Unis, parler justement de ce cessez-le-feu immédiat à Gaza, avec notamment le projet de résolution algérien qui a officiellement été bloqué par les Nations Unies pour la troisième fois depuis le 7 octobre 2023. Les États-Unis ont opposer leur veto à une résolution introduite à l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Le projet de résolution introduit par l'Algérie n'a obtenu que 13 voix, ou du moins 13 votes en faveur et une contre pour une abstention. Pour être adopté, le texte devait recueillir au moins 9 voix pour et ne pas faire l'objet d'un veto dont des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. À quoi renvoie ce nouveau veto américain? Je le rappelais il y a quelques instants seulement, le troisième du genre depuis le 7 octobre 2023. Élément de réponse également à suivre dans le cadre de cette émission. Bienvenue à tous. Transition et juste derrière, nous présenterons le panel. Une fois de plus, bonsoir à tout le monde. Nous sommes contents, heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition du point sur l'actualité. Vous êtes actuellement bien sûr en direct à la télévision For You Media Africa. Vous nous prenez également en relais sur la FM, la 96.3, For You Media, ou du moins For You Radio. Vous êtes également en direct sur nos différentes plateformes numériques, Facebook ou encore YouTube. À chaque fois, il vous suffit d'entrer la mention For You Media Africa pour nous suivre en direct. Le premier invité de ce soir réagit en direct de Bruxelles. Il s'agit du professeur Pini Sassay. Je rappelle que vous êtes géopoliticien, vous êtes géostratège, vous êtes analyste politique, vous êtes enseignant, entre autres. Plusieurs casquettes à mettre à votre actif, professeur Pini Sassay. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, cher Ngwene. Bonsoir à mon co-panaliste. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre ce soir. Je suis heureux de participer à cette émission et je vous remercie pour votre invitation. Et quand il s'agit, bien sûr, de parler de la République démocratique du Congo, l'un des profils les plus recommandés, professeur Pini Sassay, c'est un plaisir pour nous de vous avoir ce soir dans le cadre de cette émission de Point sur l'actualité, aux côtés de Patient Parfait d'Homme, le consultant permanent de cette émission. Vous êtes homme politique, c'est un plaisir, doyen, de vous retrouver une fois de plus ce soir. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir à Baudelaire Gane. Le prince de Matombe, bonsoir au professeur. Je vais m'habituer à son nom exact pour ne pas l'écorcher. Nous sommes de Bantou. Professeur Pini Sassay. Alors, Pini Sassay. Ouais, voilà. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs, nos millions de téléauditeurs, techniciens et l'ensemble du peuple africain, mais surtout au peuple Bantou qui est à la croisée des chemins avec cette menace, ce chaos que nous pend, n'est-ce pas, à la porte, avec cette difficulté que nous constatons au niveau de la région des Grands Lacs en général, mais surtout à l'est de la République démocratique du Congo en particulier. Merci pour l'invitation. Vous l'avez dit, ce chaos du côté de la République démocratique du Congo, plus précisément à l'est du pays. Votre pays, professeur Pini Sassay, difficile pour nous de rester insensible
face justement à la situation que traverse le peuple congolais, la situation sécuritaire qui s'est considérablement dégradée ces derniers jours au point où on est en droit de se poser cette question, professeur d'entrée. Est-ce qu'on se dirige justement vers un affrontement armé entre les différentes parties prenantes au regard de l'ampleur que la situation est en train de prendre? Professeur Pini Sassay. Oui, on est effectivement en train de regretter ce qui se passe, mais en réalité, la situation ne se dégrade pas maintenant. C'est une situation qui est ainsi depuis des années et des années. En fait, le Rwanda attaque le Congo depuis 1996 d'une façon continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas nouveau. On se souvient que le président Tshisekedi, il y a quelques mois, avait même lancé, disons, oui, c'était vraiment un cri de cœur pour dire attention, attention, il y a danger. Donc, il ne faudra pas du tout, faudra pas continuer parce que sinon, ça va être très grave. Il avait même, placé une ligne rouge à ne pas franchir, notamment justement de ne pas attaquer Goma, sinon ça serait. Mais c'était une façon pour dire pour moi, du moins moi j'avais compris, une façon de dire ne le faites pas justement. Ne faites pas ça. Ne faites pas ce que vous êtes en train de faire là. Reculez. Mais on voit bien que ce n'est pas cela que veut faire Paul Kagame, le président Paul Kagame et son armée et ses hommes. Pour eux, ils veulent vraiment en découdre avec le Congo. Ce qu'ils ont toujours fait, en fait. Votre responsable semble identifié d'entrée, professeur Pini Sassay. Vous insistez beaucoup sur le président Paul Kagame et surtout sur le Rwanda. Vous semblez identifier d'entrée le responsable, pour vous. Mais ce n'est pas nouveau, comme j'ai dit, ce n'est pas nouveau. Le président Paul Kagame, il a dit lui-même il n'y a pas longtemps, il a dit pour le président Paul Kagame qu'il va rendre le Congo comme à l'état où il était il y a 3 siècles. C'est ce qu'il a dit lui-même. C'est-à-dire que tous les Congolais, il va en faire ses esclaves, comme c'était il y a 3 siècles. C'était la situation au Congo. Le Congo était la proie de la traite il y a 3 siècles. Donc c'est cette situation qu'il veut remettre. C'est lui-même qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui-même, il a dit ça. Il veut ça. Et aujourd'hui, il attaque le Congo du côté de Goma avec des missiles, avec des bombes tout le temps qui tombent sur la ville de Goma et des attaques très très précises qui montrent très bien que ce qu'on appelle le M23, mais ce n'est pas du tout le M23, c'est une armée bien structurée qui a des équipements comme il faut, qui a des renseignements, y compris des renseignements satellitaires qui lui permettent de viser des points précis. Donc, je vous dis que ce n'est pas... Ça, c'est clair et net, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il ne se cache pas. Il le dit lui-même que c'est lui, il veut être, en fait, il se croit être président du Congo. C'est ça, lui. Pour lui, le Rwanda, c'est trop petit. Il doit être président du Congo. Quel Congo? Le Congo avait une population qui lui sera soumise totalement. C'est ça qu'il veut. Donc, en fait, pour moi, il est dans la même veine que l'ancien roi belge Léopold II. C'est Léopold II bis. Hein. Il veut le Congo à lui, comme c'était le roi Léopold II qui voulait le Congo à lui. Lui veut pareil. Il dit, si le roi Léopold II avait eu le Congo à lui, pourquoi pas lui maintenant? Donc il se voit vraiment un empereur qui va avoir toute la sous-région, en commençant surtout par le Congo. Le Congo doit devenir son territoire, son marchepied. Donc, je veux dire que c'est vraiment... C'est ça avec cet homme-là, hein, avec ce président, malheureusement, qui est là au Rwanda et qui a des appuis de tous côtés. L'Union européenne vient encore de signer avec le Rwanda des accords pour la garantie des minéraux les plus précieux que le Rwanda n'a pas. Qu'est-ce que cela signifie? Sinon, lui donner des béquilles pour dire « vas-y, nous sommes derrière toi ».
fais ce que tu veux. C'est comme ça qu'il fait ce qu'il veut. Parce qu'il a ces gens-là derrière lui. Donc, c'est pas du tout nouveau. Moi, j'insiste que ce qu'on croit que c'est une escalade nouvelle, c'est pas nouveau. C'est plutôt c'est la poursuite sereine de ce qui a toujours été là, il y a maintenant presque 30 ans, que le Paul Kagame qui est là. Paul Kagame, il est là depuis, et personne ne remet en cause même son pouvoir. Il est là d'une façon définitive, à jamais, on pourrait dire. Pour lui, c'est normal, donc il roule sur l'or parce que rien ne peut lui arriver. Pour les autres, on peut demander, on peut exiger qu'il y ait des mandats, des fins de mandat, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Pour lui, c'est non. C'est un boulevard, son pouvoir, c'est un véritable boulevard. Il fait ce qu'il veut parce qu'il a des appuis. Voilà. Donc, moi, je crois que le problème, c'est pas quelque chose qu'il faudra cacher, chercher les midi à 14 heures, comme il y en a qui disent qu'il y a le FDLR, mais le FDLR, soi-disant, mais ce sont des forces rwandaises. C'est un problème qui se pose au Rwanda. Ils peuvent régler ça là-bas au niveau du Rwanda s'il y a des FDLR. Ici, ce sont les problèmes de génocide, c'est posé au Rwanda. C'est un problème rwandais. C'est pas un problème du Congo. Mais lui, maintenant, il veut ramener, en fait, pourquoi il veut cette guerre avec le Congo? C'est justement pour éviter de régler le problème du Rwanda. Parce que si le Congo est tranquille, le problème du Rwanda va se surgir et il devra les régler. Or, lui ne veut pas régler le problème du Rwanda parce que le Rwanda est en grande majorité, je crois que 90% ce sont de la population, soi-disant Hutu. Enfin, et lui, enfin, les Tutsis, c'est 9% de la population. Parce que les 1%, c'est l'autre branche de la population, les Tois. Donc, alors, lui ne veut pas régler cette population. Eux et les Tutsis. Ils ont emparé du pouvoir. Tout le pouvoir, et tout le monde, tous les autres, le moindre opposant est en prison. Les prisons sont remplies là-bas. Des opposants, ils vont tuer partout. Ils ont le droit de massacrer. Alors, lui dit, pour lui, si la situation, si le Congo est tranquille, mais le problème va se surgir chez lui. Par conséquent, lui ne sera pas... Il ne sera pas tranquille. Lui, pour être tranquille, il faut absolument que le Congo soit en guerre, qu'il puisse amener la guerre au Congo, pour que son pouvoir puisse être consolidé au niveau du Rwanda. C'est ça le problème. C'est le problème qu'il pose, monsieur-là. Merci à vos professeurs Pidi Sassay pour cette première grille d'analyse. D'ailleurs, avez-vous la même lecture de la situation patient parfait d'homme ou alors vous avez une autre grille d'analyse de la situation que traverse la République démocratique du Congo? On rappelle qu'actuellement, il y a bien sûr cette attitude belliqueuse entre les deux chefs d'État, une attitude qui a eu à se ressentir lors du dernier sommet de l'Union africaine du côté d'Addis Abeba. Le président congolais n'y est absolument pas allé avec le dos de la cuillère en accusant ouvertement donc son homologue rwandais d'agression. Des accusations qui sont à chaque fois refutées, rejetées par la partie rwandaise. Et à côté de cela, il y a également toutes ces pressions internationales qui sont mises sur le Rwanda. La France qui a fait une sortie il y a quelques heures de cela, les États-Unis qui ont également appelé le Rwanda à cesser tout soutien au mouvement du 23 mars. Est-ce que vous avez la même grille de lecture ou alors vous pensez réellement qu'il y aurait autre chose derrière cette résurgence des attaques du M23 du côté de la République démocratique du Congo? Je commencerai par souhaiter vivement que le bon sens revienne, mais surtout que nous ne pouvons pas, avec les envolées, n'est-ce pas, du point de vue des déclarations, que le bon sens ne nous échappe pas et qu'on aboutisse à une confrontation armée entre les deux pays. Parce que quand on parle de confrontation armée entre les deux pays, en fait, ce qu'on veut éviter, c'est-à-dire la violence sur les populations, c'est ce qui va arriver en premier. S'il y a une confrontation entre le Rwanda et le Congo aujourd'hui, les premiers en pâtir seront les populations des deux côtés de ces frontières. Des populations civiles, surtout. Voilà, de ces deux frontières artificielles qui nous ont été imposées par la conférence de Berlin. Et c'est ce que, de tous mes voeux, je ne souhaite pas
j'en appelle à la prise de conscience africaine de la part de ces dirigeants, en espérant que la diplomatie et la médiation angolaise, en réalité qui a été réchauffée la nouvelle fois par le président Lorenzo, pourrait trouver une issue favorable par le biais d'un dialogue franc et sincère qui pourra aboutir à une espèce de gentleman agreement entre les deux parties. Mais je vois aussi avec beaucoup d'étonnement les déclarations ici et là des puissances étrangères sur cette zone-là. Concernant ce conflit. Je vois par exemple la pression qui est accentuée autour du Rwanda. Voilà. Les déclarations qui viennent une pression américaine, une pression française, etc. Alors qu'on oublie, par exemple, parlons justement de cette volonté, entre guillemets, soi-disant, du président Kagame à occuper le Congo. Mais le président français Nicolas Sarkozy, à son époque, avait ouvertement demandé qu'une partie de la RDC revienne au Rwanda. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et ce sont ces mêmes gens-là aujourd'hui qui donnent l'impression d'être des gens, n'est-ce pas, qui ont un sens de humanité très fort, qui aiment les Congolais, etc., etc. Tout à l'heure, notre ami vient de nous dire qu'en même temps, l'Union européenne vient de signer un accord de partenariat avec le Rwanda. C'est une espèce de traçabilité, en fait, mais de tout ce qui est minerai, mais dont des minéraux dont la plupart ne sont pas produits au niveau de Rwanda. Donc, c'est un Mais à quoi riment justement toutes ces contradictions? Cet imbroglio que vous relevez aujourd'hui, on dit se soucier du sort du peuple congolais pendant qu'on est derrière en train de passer des accords de coopération avec le soi-disant agresseur patient par Fendon. C'est la question qui doit nous pousser à réfléchir autrement, à reposer la question du point de vue de l'analyse autrement. En fait, de qui se moque-t-on dans cette affaire? De qui se moque-t-on ouvertement? Dans cette affaire, on a plutôt l'impression qu'on veut entretenir ce chaos pour continuer à piller les richesses de l'Afrique. Pour continuer à piller les richesses du sol africain, mais pas seulement congolais. Parce que cette zone de Grand Lac, a une implication large au niveau de cette question-là. Je rappelle quand même que quand on voit par exemple, la venue au pouvoir du président Laurent Désiré Kabila, il a été accompagné à l'époque par les forces rwandaises, mais aussi ougandaises, ne l'oublions pas, pour mettre fin au régime du président Mobutu. Et les forces rwandaises de l'époque avaient profité de cette incursion à l'intérieur du territoire congolais, justement pour s'attaquer à ce qu'ils considéraient comme les résidus des génocidaires Hutus. Je n'aime pas ce terme, Tutsi Hutu, parce que là encore, nous sommes dans le référentiel, n'est-ce pas, colonial, et qui continue de créer beaucoup de dégâts, n'est-ce pas, dans le vivre ensemble africain. Je disais tantôt que ces forces-là qui ont accompagné le président Kabila dans sa prise de pouvoir ont produit ce que j'appelle des coupes claires à l'intérieur du Congo en massacrant, n'est-ce pas, des populations soi-disant autour, etc., etc. Il y a eu des résidus là-dedans, mais il y a aussi des populations dites rwandophones qui sont présentes à l'est de la République démocratique du Congo depuis des siècles. On ne peut pas le nier, mais eux aussi posent des problèmes autrement. Alors, donc, ce sont tous ces facteurs qu'il faudrait prendre en considération. En considération. Or, les Occidentaux, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas pour le règlement pacifique et politique de ce conflit. Ils sont plutôt pour entretenir ce chaos et pour continuer à se servir de nos richesses à bouche couverture et malheureusement avec des complicités internes qui ne sont pas que rwandaises. Parce que des élites congolaises ont aussi participé, n'est-ce pas, à cette, vraiment à ce pillage organisé de leurs propres ressources. Et souvent, je peux parler de la Gécamine, je peux parler de cet Israélien qui a été l'un des amis du régime Kabila le dernier. Donc il y a toute une organisation, il y a toute une suprastructure qui a pour fonction de ne pas permettre que le Congo soit en paix, mais surtout en cohérence avec soi-même pour le bien-être de ces peuples et des peuples de la sous-région, qui a intérêt à ce que ce chaos-là règne
pour continuer, en faisant semblant de mettre la puissance sur les uns, deuxièmement, en donnant l'impression aux autres qu'on est leur ami, pour signer des contrats underground et continuer l'exploitation et le pillage, n'est-ce pas, de cet espace-là, malheureusement, qui ne profite ni aux Congolais, ni aux Rwandais, ni au peuple de la sous-région, mais plutôt à quelques happy few des deux côtés, et surtout pour le malheur des peuples de ces régions qui sont les premiers en partie de cette situation UBS. Donc je souhaite, j'en appelle à nos ancêtres pour accompagner le président Lorenzo d'Angola pour que vraiment enfin... C'est une façon pour vous de dire qu'il y a réellement de réelles chances que ce processus diplomatique à l'agonie jusqu'ici relancé avec notamment le président Joao Lorenzo, aboutissent à des résultats beaucoup plus positifs cette fois. Je l'espère. J'espère quand même que, au vu de la densité du niveau, n'est-ce pas, d'antagonisme qu'a atteint ce conflit à ces derniers temps, mais surtout de la pression médiatique, on a vu que ce conflit est sorti de sa boîte noire pour devenir le sujet principal de la société civile à la fois congolaise et même africaine et même extra-africaine, pour dire il faut arrêter ce pillage de cet espace-là, il faut mettre fin à cette guerre que vous voulez absolument. La guerre serait une très bonne chose, une fois de plus, pour le complexe militaro-industriel, pour qui, si du nègre meurt, c'est pas du tout une mauvaise chose à partir du moment où on peut vendre nos armes et continuer peut-être à avoir des contreparties en ayant gratuitement certains minerais de cette sous-région-là. Merci à vous, doyen. Alors, professeur Pini Sassai, est-ce que le Rwanda, ou du moins le Rwanda est-il le seul à blâmer dans cette crise sécuritaire? Vous avez suivi l'analyse de Patient Parfait d'Homme qui pointe également de doigt la responsabilité d'une certaine élite congolaise jusqu'ici corrompue qui, au lieu de servir les intérêts du peuple congolais, contribue au pillage systématique notamment de ses ressources naturelles. Est-ce que le Rwanda est-il réellement le seul à blâmer dans cette crise sécuritaire? Deuxième volet de ma question, que faut-il réellement espérer de cette nouvelle tentative de médiation jouée par le président angolais, le président Joao Lorenzo? D'abord, premièrement, ce que je voudrais dire que il n'y a pas de population d'origine rwandaise installée au Congo depuis des siècles. Non, ce n'est pas vrai. La population congolaise d'origine ou d'origine congolaise installée au Congo, elles sont connues par l'histoire. Donc l'histoire ancienne, l'histoire ancestrale, mais également l'histoire depuis la colonisation et après la colonisation. Par contre, il y a eu des populations d'origine rwandaise qui sont arrivées au Congo dans les années, c'est bien connu, c'est répertorié par rapport aux années, les années 58, et puis après qui sont arrivés. Donc c'est la première population qui arrive au Congo, mais arrive pour aller travailler dans les mines. Comme d'autres populations congolaises, parce que vous savez que les Européens se permettaient tout, prenaient des populations à gauche, à droite, d'amener où ils voulaient pour les faire travailler. Mais il n'y a jamais eu de problème au niveau du Congo entre ces populations qui sont arrivées et les Congolais qui étaient là. Tous étaient dans la même situation. Les Rwandais, nos frères rwandais, ils ont toujours vécu au Congo. Vous savez que le président Mobutu avait même son directeur de cabinet était un Rwandais connu, il s'appelait Bisengemana. Tout le monde le connaissait, on savait que c'était un Rwandais, mais il était le directeur de cabinet du président Mobutu pendant des années. Et il y a plusieurs Rwandais qui ont vécu, qui ont étudié au Congo, qui vivaient au Congo. Il n'y a jamais eu de problème. Les problèmes sont venus à partir des attaques de 1987, comme j'ai dit, 96, comme j'ai dit ici. En fait, à partir des génocides qui s'est passé ou des massacres qui sont passés au Rwanda, que tous les problèmes sont arrivés, où il y a maintenant des revendications, des gens qui viennent avec des revendications qui étonnent tout le monde. Il n'y a pas de tribu au Congo qui revendique d'avoir autant de personnes dans l'armée, d'avoir autant de personnes dans le gouvernement, d'avoir autant de personnes dans le Parlement, dans toutes les institutions, en tant que telles. Ça n'existe pas.
Maintenant, par exemple, on a fait des élections, ben, ce sont des élections qui déterminent qui va occuper quelle fonction. Donc, or, par rapport aux élections, mais les fameux groupes rwandais, mais il n'arrive pas à aligner qui que ce soit parce qu'il n'a pas, du point de vue du nombre, voilà, ils ne sont pas là-dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'on va qu'on va le massacrer, qu'on va le tuer à cause de cela, non. Mais ici, c'est un jeu démocratique qu'il faut accepter. Donc moi, je trouve que le problème, ce n'est pas, c'est pas celui-là. Le véritable problème, pour moi, je le trouve, en fait, et je crois que c'est là le problème du fond que l'on devrait, sur lequel nous devons nous tabler, c'est qu'effectivement, il faut affaiblir l'Afrique par tous les moyens. L'Afrique étant faible, il faut encore l'affaiblir davantage pour pouvoir prendre les richesses africaines gratuitement. Tel est le problème en réalité. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il faut enfiler aux Africains les génocides, cette tendance de génocide dans laquelle elle était jusqu'à présent absente. Parce qu'avant le génocide du Rwanda de 1994, on n'en avait jamais parlé de génocide au Congo, en Afrique de la part des Africains. Les seuls génocides que nous connaissions sont des génocides qui ont été infligés par les Européens. Donc moi, je voudrais commencer par le premier, l'affaiblissement de l'Afrique. Ça c'est le premier élément. Regardez, les problèmes djihadistes, les terroristes djihadistes ont commencé au Moyen-Orient, en Asie. Ça s'est étendu en Europe. L'Afrique était épargnée. Mais dès lors qu'ils ont ramené ces djihadistes en Afrique, vous voyez comment est-ce que l'Afrique est aujourd'hui empêtrée là-dedans. L'Afrique n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi l'Afrique est très faible. Vous lui apportez un problème comme celui-là, c'est du pain béni justement pour tous ceux qui veulent affaiblir l'Afrique. Et l'Afrique est ainsi affaiblie. Donc c'est pareil avec ce fameux problème de génocide qu'ils ont amené en Afrique. Qu'est-ce qu'ils veulent? Que l'Afrique entière, quand je parle de eux, c'est qui? C'est les Occidentaux évidemment. Que l'Afrique entière soit embrasée par des génocides. Que les génocides deviennent le mode de gestion des communautés africaines. Mais ça veut dire la mort totale de toute l'Afrique. Parce que au fond, c'est cela qui arrive aujourd'hui. Donc, les génocides qui ont commencé au Rwanda, les Rwandais, ils ont aidé les Rwandais maintenant à les répandre au Congo, mais il va bien sûr s'exporter après. Ça sera l'autre Congo, ça sera les Gabon, c'est toute l'Afrique qui va être embrasée, l'Angola. Personne ne sera épargné. Donc, c'est ça que je crois que ce qui doit nous préoccuper, ça doit être cela, de savoir que ce que l'on veut, c'est vraiment la mort de l'Afrique. Ce qui se joue là maintenant au Congo. C'est la mort de l'Afrique. Je crois que même Kagame, il ne se rend pas compte de cela. Il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Parce que finalement, ça va se tourner contre les Rwandais. Quand le Congo n'existera plus, quand il n'y aura plus de peuple congolais, comme on voudrait que ça soit. Mais le Rwanda, il va s'opposer à quelle force étrangère? Est-ce que le Rwanda pourra s'opposer à la force de la Belgique, à la force de la France, à la force des États-Unis, à la force d'Israël? À quelle force le Rwanda de Paul Kagame pourra-t-il s'opposer pour défendre l'Afrique? À aucune. Donc, il va aussi être la même chose, balayé. Donc, on se sert de Rwanda maintenant. Après, le Rwanda va être balayé lui-même. Kagame, il va être jeté dans la poubelle de l'histoire. On n'en parlera pas. Donc, je crois que le problème aujourd'hui, il est celui-là. Alors, maintenant, concernant les personnels, enfin, ou les politiciens congolais qui seraient trempés dans les pillages des richesses du Congo, oui, vous savez, c'est ce qu'on a dit, on a dit la même chose avec la traite, que c'était surtout, ce sont les Africains eux-mêmes qui vendaient leurs propres frères. Ça, c'est toujours l'argument massu pour mettre tout sur le dos des Africains. Je veux bien, de toute la façon.
qu'il y ait comment on dit, des gens qui sont avec, des gens qui complotent, excusez-moi, avec des assaillants ou des étrangers qui viennent attaquer. Ça, on a vu, on le voit partout. Pardon. Excusez-moi. Quand la France était attaquée par l'Allemagne, mais il y a eu des Français qui ont été avec les Allemands. Il y en a eu. Pétain lui-même s'est mis avec les Allemands. Donc, des gens pareils, on peut en trouver, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut dire que vraiment c'est la faute des Congolais. Ce sont eux qui sont allés. Les Allemands, personne ne leur avait demandé de venir en France. Ils pouvaient rester chez eux. Pétain ne se serait pas rallié à eux. C'est pareil. Les Rwandais ou les Américains, les Français n'ont qu'à rester chez eux. Il n'y aura pas de Congolais qui vont se mettre avec eux pour piller le Congo. Alors, eux qui viennent pour piller le Congo se servent de Congolais, ils prennent des Congolais, ils les instrumentalisent. Et les Congolais, ceux des faibles ou des cupides, les suivent. Alors maintenant, ça devient la faute de tous les Congolais. Mais non, ce n'est pas la faute des Congolais. Les Congolais, ils sont des victimes. Les Congolais, ce n'est pas eux qu'il faut mettre en avant. Les Congolais sont des victimes de cette violence qu'on vient imposer sur leur territoire. Mais ce n'est pas eux qu'il faut mettre à pied d'égalité avec les sociétés américaines, les sociétés anglaises ou hollandaises qui viennent piller le Congo, quand même, soyons sérieux. Où sont ces Congolais-là? Il faut qu'on donne leur nom, c'est qui? Il faut qu'on nous dise que tel Congolais, il a telle société qui est basée à tel endroit, il a autant de richesses. Non, hein? Donc, qui a eu le gouvernement de Joseph Kabila? Mais ça, on connaît ce monsieur-là, on sait d'où il est venu, on sait qu'il était avec qui il était en train de marchander pour le Congo, mais c'est pas tout. Les Congolais sont des victimes. Les Congolais, donc je crois que nous devons arriver à ne pas mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et pour que les gens puissent comme ça s'en sortir à peu de frais. Non, je crois que pour moi, la responsabilité des Occidentaux là, avec leur multinationale, elle n'est pas à démontrer, ils le savent. Moi, je vais vous montrer, j'ai un livre ici qu'eux-mêmes ils ont écrit, excusez-moi, je vais vous montrer ce livre. Allez-y, professeur Pini Sassaï, parlant justement de ce livre pour corroborer justement vos arguments, les arguments avancés jusqu'ici pour justifier justement la responsabilité des Occidentaux dans la situation difficile, voire compliquée, dans ce chaos à l'est de la République démocratique du Congo. On voit bien le titre, chasseur de matières premières, le titre de l'ouvrage. Voilà, donc c'est dans ce livre ici, il est dit que les États-Unis d'Amérique, ils ont des lois qu'ils ont votées chez eux concernant les matières premières du Congo. Il y a des lois américaines, il y a la loi qu'on appelle la loi Dodd, concernant les matières premières du Congo, votées aux États-Unis d'Amérique, disant que ces matières premières-là sont très importantes pour eux, notamment l'étain, ils appellent ça les 3G. Attendez, peut-être je vais me retrouver rapidement la référence dans ce livre. Donc, il y a le fameux... voilà, qu'est-ce qu'ils disent dans ce livre ici, le fameux... donc, concernant le Congo, que tout ce qu'on n'aura pas réglé, tant qu'on n'aura pas réglé leur compte au génocide, l'inviolabilité, il parle de l'inviolabilité du Congo, mais le Congo reste pour les États-Unis d'un intérêt permanent. Le Congo reste pour les États-Unis d'un intérêt permanent. Donc pourquoi? Parce que le Congo a de matières premières que les États-Unis estiment qu'elles leur reviennent. C'est pour eux, les matières premières du Congo. Donc le problème n'est pas
n'est pas un problème de Congolais en tant que tel. Le problème, il est là-bas, il est chez eux. Et pour eux, le Congo, les matières premières, c'est la matière première et non pas la population congolaise, ce n'est pas leur souci. Donc voilà, je crois que la question le deuxième volet de la question sur les chances de la médiation angolaise. Les chances de la médiation, du côté congolais, menée par le président Joao Lourenço. Oui, mais du côté congolais, mais c'est quoi? Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des accords de Rwanda existent. Hein, où on demandait le démantèlement de ces forces-là, de ces forces nuisibles, de ces fameux rebelles. Le président Paul Kagame et le président Tshisekedi se sont retrouvés plusieurs fois à Rwanda. Le problème, c'est que le président Paul Kagame, il n'est pas honnête, ce monsieur-là. Il dit pas des choses, il peut signer sans y croire. Pour lui, il ne donne pas foi même à sa propre signature, il s'en fout. Le problème, il est là. Donc, moi, je dis, le problème le Congo, je dis, n'a tiré aucune, il n'y a aucune balle du Congo qui est partie au Rwanda. C'est pas qu'on n'en a pas, mais on ne l'a pas encore fait. Les bombes viennent du Rwanda sur le Congo. Aujourd'hui, la ville de Goma est soumise à un intense bombardement du Rwanda. Donc, le problème, il est là. Le problème, ce n'est pas le Congo. Le président Tshisekedi n'a amené aucune force au Rwanda jusqu'aujourd'hui. Aucune. Mais le contraire, le contraire est plutôt là. Donc, c'est le Rwanda qui veut à tout prix bombarder, qui bombarde le Congo. Donc, moi, je dis pour moi, la chance, ça viendrait, il faudra. Qui est celui qui va faire réfléchir Paul Kagame? Je pense qu'il n'est pas encore né. Celui-là, il peut être amour sur les Américains, que les Américains soient sincères. Si les Américains sont sincères, oui. Et les Anglais. Il n'y a que eux qui l'écoutent. Donc, si les Américains et les Rwandais et les Anglais sont sincères, il va les écouter. Or, eux ne sont pas sincères envers le Congo. Eux ne sont pas sincères envers le Congo. Voilà. Merci. Le Congolais. Merci à vous, professeur Pini Sassa, et Patient Parfendon pour rebondir sur ce que dit le professeur Pini Sassa. Oui, c'est vrai, on aurait beau accuser justement cette classe politique congolaise, mais il insiste là-dessus, il maintient sa position. Le Rwanda y est pour quelque chose, forcément. Je crois qu'il a beaucoup insisté sur les États-Unis et les prétentions en fait de l'Occident de faire même base sur les richesses africaines qui pillent de manière ostentatoire. C'est plus un débat, c'est une palissade. Tout le monde le sait. C'est même au cœur, nos richesses sont au cœur du contentieux historique que l'Afrique a vis-à-vis de l'Occident impérialiste. C'est connu. Mais je continue à dire qu'il ne faut pas qu'on soit dans le déni de nos responsabilités dans cette espèce de vacuité de l'intelligence et de la responsabilité, mais surtout de la souveraineté qui manque cruellement. Pour vous, ne pas y voir la responsabilité congolaise serait être dans un déni permanent. Patient Parfendon. Mais M. Mobutu, on vient de nous parler des États-Unis qui ont, dans leur presque constitution, dit des choses concernant le Congo. Le président Mobutu, ce monsieur passait des vacances dans la famille des Bush, dans leur ranch privé. Il était accueilli comme un enfant des Bush. Vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il y a des tas d'accords signés, souvent inconnus, comme on découvre même avec les accords de coopération vis-à-vis de la France aujourd'hui, qu'il y a des tas d'accords dont on n'était même pas au courant. Entre ces familles, quand on dit la famille Bush, vous regardez tout ce qui tourne tout autour, tous ces prédateurs de nos matières premières, et celui qui est censé protéger les intérêts d'un État comme le Congo. Si vous le niez, ça veut dire que vous ne voulez pas voir la réalité en face. Et ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas la venue de Kagame qui a produit cela. C'est que nous avons à la tête de nos États, la plupart du temps, des gens, en réalité, qui ne défendaient pas les intérêts de notre continent.
Et cela a produit ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire le chaos. Il faut absolument qu'il y ait le chaos pour poursuivre, n'est-ce pas, cette politique de pillage de nos richesses. Mais malheureusement, on sait très bien que quand l'heure était arrivée pour lui, dans les difficultés, ces mêmes gens qui l'appelaient mon fils, dont l'appelaient les mamans, ont refusé qu'il aille se faire soigner là-bas. C'est une leçon pour les Africains que nous sommes. Sans oublier la France. Vous savez que Mobutu, finalement, il est mort au Maroc. Donc, je dis, si les Africains font semblant de dire que ce n'est pas un problème africain, c'est un problème extérieur, chacun n'avait qu'à rester chez lui, nous sommes dans un monde qu'ils ont appelé le monde globalisé. Et dans ce fameux monde globalisé, pour eux, c'est nous qui continuons de considérer qu'il y a des frontières. Mais la prédation n'a pas de frontières. S'ils sont capables d'aller titiller la Russie, la grande Russie de Poutine, combien de fois nous-mêmes? Donc nous devons aussi, nous aussi, prendre nos responsabilités et éviter justement que ces gens-là trouvent des ouvertures, des possibilités, des failles dans ce que j'appelle la carapace africaine pour qu'on puisse se protéger nous-mêmes et protéger nos richesses. Or, on ne le constate pas assez. La question là n'est pas une question d'un individu appelé Kagame qui veut s'accaparer des richesses du Congo, qui veut devenir le roi du Congo, parce que ce n'est même pas possible. Ce n'est pas possible, ça sur le plan pratique. Je rappelle que le Congo, c'est presque 100 millions d'habitants, d'autres parlent de 120 millions d'habitants. Regardez la population du Rwanda. En termes de superficie, c'est encore abyssal, plus de 2 millions de kilomètres carrés par rapport au Rwanda. On a presque envie de rigoler. Donc, en réalité, si vous voulez mettre qu'on clôture, ce n'est pas le Rwanda qui affronte le Congo. Ce sont les prédateurs internationaux qui affrontent le Congo en entretenant ce chaos au niveau de cette sous-région et, malheureusement, avec la complicité de la plupart de nos élites. Le professeur a voulu qu'on donne des noms. Je ne donnerai pas de noms parce que sinon, on va jouer dans l'émotion. Mais la plupart des gens de renom, là, des élites congolaises, milliardaires de renom politique, économique, etc., on sait pertinemment comment ils se sont enrichis. Alors, je serais venu moi aussi avec mes livres. J'ai entendu le professeur dire qu'il n'y a pas de population rwandophones, si on peut les appeler ainsi. Je n'aime pas non plus beaucoup ces thèmes, qui sont au Congo depuis près de 2 siècles. Bon, la prochaine fois, je viendrai aussi avec mon livre et je citerai les passages. Vous verrez que nos populations ont toujours été imbriquées. Si je vous dis, Nguéné, que dans un passé plus ou moins lointain, les gens que vous appelez des Centrafricains aujourd'hui étaient des Camerounais. Ça va vous étonner, non? Les gens que vous appelez des Nigérians aujourd'hui étaient des Camerounais, ça va vous étonner? Le président Sani Abacha, qui fut président du Nigeria, dans son acte de naissance, c'était écrit un citoyen du Cameroun. Donc ça encore, ce sont des manigances de l'extérieur qui nous divisent, qui charcutent ici, qui remettent là, et finalement, nous, on s'agrippe à ça pour dire que nous, le Congo, on ne veut pas le Rwanda. Nous, le Rwanda, on va faire une paix sur le Congo. C'est pour ça que j'en appelle au dialogue et à la négociation. Parce que des deux côtés des frontières, ce sont les mêmes populations qui meurent. Regardez comment, bon, on peut tout penser du président Biya, je le combats depuis 30 ans, mais la manière dont la question de Bakassi a été réglée, on aurait pu continuer à faire la guerre. Le Nigeria au Cameroun, moi j'ai perdu des frères dans cette guerre-là, des cousins dans cette guerre, des oncles dans cette guerre, qui étaient des militaires. Quand quelqu'un part comme ça, il ne revient pas. Or, la voie la meilleure, c'est la voie du dialogue et de la négociation. C'est ça qui met fin, n'est-ce pas, à ces situations en réalité qui ne devaient pas exister en Afrique, mais surtout qui amenuisent la capacité de manipulation de l'extérieur pour continuer à se servir à bouche que vêtue par rapport à nos richesses, parce que nous-mêmes, comme des idiots, nous ne comprenons pas que nous avons quelque chose de très important à préserver, d'autant plus que ce qui nous sépare est moins important que ce qui nous unit. Donc j'en appelle donc aux deux parties, à la fois congolaises et rwandaises, en espérant que la diplomatie angolaise, cette fois-ci, sera plus robuste qu'avant, pour leur dire qu'attention, l'Afrique vous regarde. Arriver à des consensus, à des gentlemen agreements, pour éviter la guerre, pour éviter le chaos, mais surtout pour faire de cet endroit qui est aujourd'hui considéré comme un pôle de déstabilisation permanent, la zone de demain,
de véritable décollage économique, n'est-ce pas, de l'Afrique au niveau de la zone de Grands Lacs. Qu'on transforme nos antagonismes en dynamique de développement et de bien-être pour ces populations. C'est possible, il faut qu'on laisse parler les jeunes africains. Voilà. Alors, professeur Pili Sassa, vous avez relevé la responsabilité du Rwanda dans cette crise sécuritaire. Vous avez évoqué également la responsabilité de la communauté internationale avec notamment les États-Unis. Mais comment vous interprétez cette hypocrisie, parlant de ces grandes puissances aujourd'hui qui accentuent une forme de pression derrière Kigali, lui intimant l'ordre de ne plus soutenir le mouvement du 23 mars? Deuxième volet de la question, comment éviter à tout prix un affrontement armé au regard justement des tensions de plus en plus vives entre Kigali et Kinshasa? Oui, je crois que bon, toutes les reproches contre le Rwanda, c'est du bout du lèvre. Donc, ils viennent, comme je vous l'ai dit, hein, ils disent une chose la journée, la nuit, ils vont faire autre chose. Oui. Non, je ne pense pas qu'il y a quelque chose. Je dis simplement, si c'était vrai, si cela était vrai, le Rwanda aurait arrêté d'attaquer le Congo. Si les États-Unis le veulent, et si l'Angleterre, j'insiste bien sur ces deux pays-là, les États-Unis et l'Angleterre, accessoirement l'Australie et le Canada, ces quatre pays, s'ils veulent que le Rwanda cesse d'attaquer le Congo, le Rwanda va arrêter d'attaquer le Congo. Tant qu'ils ne voudront pas et qu'ils vont dire des choses de bout de lèvres, le Rwanda va continuer à attaquer le Congo, le Rwanda et Paul Kagame. Moi, je dis simplement, je dis à mon frère Ndom que si vous arrivez au Congo, à Kinshasa par exemple, vous allez voir qu'il y a de nombreux Africains qui y vivent. Il y a des quartiers entiers des Guinéens à Kinshasa, on appelle des Ndingari. Il y a des Sénégalais à Kinshasa. Il y a des Nigériens, il y a même des Burkinabés, des Guinéens. Ils ont des quartiers entiers, ils n'ont pas de problème. Ça fait des années qu'ils sont là. De la même chose avec les Rwandais dont on parle, ceux qui veulent à tout prix disent qu'ils doivent être protégés à tout prix contre on ne sait qui, c'est ce qu'on appelle des Tutsis. Ce sont eux. Or, il y a des Hutus qui sont aussi au Rwanda et ils n'ont pas de problème. Pourquoi cela n'aurait pas de problème? Il n'y aurait Or, nous disons que ceux-là, ce qu'on appelle des Tutsis, là, ce sont des gens qui sont instrumentalisés pour semer des chaos dans la sous-région. Donc, ce sont ceux-là que le problème, il est à ce niveau-là. Le problème, c'est pas au niveau... Les Congolais ne font pas... Au contraire, Paul Kagame, il reproche aux Congolais d'avoir accueilli des réfugiés Hutus qui sont arrivés au Congo. Il ne fallait pas les accueillir. Mais nous sommes hospitaliers. Les Africains, c'est comme ça, on s'accueille partout. Partout, l'Africain, il est chez lui. Quand il arrive, on l'accueille s'il a un problème. Les Africains, dans le temps de nos ancêtres, ils voyageaient sans provision. Tu arrives quelque part, on va t'accueillir, on va te donner un logement, on va te donner à manger. S'il faut, on va même te donner un terrain pour que tu puisses faire tes champs, etc. C'est dans notre culture. Donc, c'est dans la culture des Congolais également. Les Congolais ne sont pas là contre qui que ce soit. Ils n'ont pas de... J'ai dit qu'il y a beaucoup de populations africaines qui vivent au Congo, qui n'ont pas de soucis, qui n'ont pas de problème. Donc, le problème de ce problème-là... Alors, pour parler de Mobutu rapidement, mais j'ai ici... Enfin, ce n'est pas pour faire l'étalage des livres, mais quand même. Donc, j'ai ici un autre livre écrit par un Américain pour parler de cette situation, pour expliquer la situation en fait actuelle du Congo, d'où ça vient, par rapport à Mobutu là. D'où vient Mobutu? D'où vient Mobutu? Pour qu'il puisse aller vendre même le Congo au Bush là. D'où vient-il? Mobutu, c'est un monsieur qui est venu de nulle part. Mais il a été installé mis là-bas par les Américains justement. C'est tout à fait normal qu'il puisse dealer avec eux. Parce qu'il était leur homme. C'est comme Kagame. D'où vient-il? Il vient d'où cet homme-là? Demandez-moi même au Rwandais. Qu'il peut dire, il vient d'où? C'est quelqu'un qui vient aussi de nulle part. C'est comme Mobutu, c'est exactement. Ils sont mis là-bas de la même façon, dans le même but. Lui et Kagame aussi, il deal avec le même
avec le Bill Clinton, avec, je ne sais pas, ce premier ministre britannique. C'est la même chose. Donc, vraiment, c'est pareil, ces gens-là. Moi, je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de Congolais qui sont en train qui trament dans cette affaire ici, mais je dis simplement que ça serait quand même injuste de mettre cette situation sur le dos des Congolais, parce que c'est ce que j'entends souvent, les Congolais sont pointés du doigt comme étant les derniers de tous les Africains, les derniers des derniers, parce qu'ils ne savent pas défendre leur pays, etc., etc. Moi, je trouve que c'est injuste. Pour moi, je trouve cela cette accusation-là est vraiment injuste envers les Congolais. Les Congolais sont des victimes. Ce ne sont pas, il ne faut pas qu'on puisse maintenant transposer, faire des victimes qui deviennent des coupables. Les Congolais sont des victimes. S'il y a des Congolais qui sont reconnus comme étant dans la mafia, mais c'est eux-là, ceux-là qui doivent être poursuivis, donc comme tous les autres. Mais il ne faudrait pas qu'on mette tous les Congolais dans les mêmes paniers. Moi, c'est ça que je n'aime pas. Je trouve que ce n'est pas juste de mettre tous les Congolais dans les paniers de ceux qui sont en train de tremper contre le Congo. Ceux-là, si on les connaît, bien effectivement, ils doivent être dénoncés, ils doivent être comme on dénonce tous les autres, ils doivent être dénoncés, arrêtés, mais jugés et mis en prison s'il le faut. Mais je ne suis pas en train d'encenser des voleurs congolais. Il y en a. Il y a des gens qui sont tellement corrompus. Mais le système favorise la corruption. Donc, je ne sais pas simplement pour revenir, mais la mort de Lumumba et de tout son système, mais ça a été bien calculé pour que tout ceci qui arrive, pour mettre les médiocres justement à la place. Et ce sont ces médiocres-là qui sont en train de mettre qui ont régné pendant des années dernièrement. Donc maintenant que le Congo est en train de... Donc je dis alors, par rapport à cette médiation... Comment éviter l'affrontement armé, éventuellement, au regard des tensions de plus en plus vives, professeur Pini? Mais il n'y en a pas, l'affrontement armé du côté congolais, je dis, il n'existe, il n'y en a pas pour le moment. Il n'y en a pas. Pour qu'elle n'arrive pas, il faut que le Rwanda arrête tout simplement d'attaquer le Congo. La question, elle est là. La question n'est pas du côté du Congo. Le Congo n'attaque pas le Rwanda. J'ai dit, il n'y a pas une seule balle qui est partie du Congo vers le Rwanda. Ça n'existe pas. Le président Tshisekedi s'est fâché. C'est simplement, il a parlé, mais il n'a pas appliqué. Il n'y a pas son armée qui a envahi le Rwanda. Ça n'existe pas. Donc, le problème n'est pas du côté du Congo. Le problème est du côté du Rwanda. C'est Paul Kagame, c'est à lui qu'il faut, c'est lui qu'il faut aller, c'est lui qu'il faut faire revenir à la raison. Mais qui va le faire venir à la raison? Est-ce que le président Lorenzo va y arriver? Mais je lui souhaite cela. Mais moi, je ne crois pas. Vous ne croyez pas aux chances de cette médiation angolaise, professeur Pini Sassa? Je voudrais bien, mais en suivant parce que j'ai dit que pour Paul Kagame, pour lui, il a le cutus de l'Américain, des Européens, des Anglais. J'ai dit qu'il n'y a pas longtemps, les Européens sont venus signer avec lui des accords pour la traçabilité des matières premières rares, qui n'existent pas au Rwanda. Donc, qu'est-ce qu'il veut lui dire? Les Anglais ont signé avec lui des accords pour que lui puisse servir de base arrière pour tous ceux qui vont venir chez eux comme des demandeurs d'asile. Donc, vous imaginez, 7000 km, donc le Rwanda devient comme un territoire anglais. Or, il n'y a pas que l'Angleterre. J'ai entendu que la Hollande veut faire la même chose, la Norvège veut faire la même chose. Donc, tout le monde, vous voyez, donc, ils ont fait le Rwanda n'est plus un pays africain, en réalité, c'est devenu un pays européen. Donc, la question, elle est là. La question n'est pas du côté... moi, je veux bien, s'il peut y arriver, mais je trouve qu'il faudrait plutôt parler sérieusement aux Américains, parler sérieusement aux Anglais, parler sérieusement aux Hollandais, aux Australiens, aux Canadiens, à tout ce monde-là, et pour leur dire qu'ils arrêtent d'apporter leur soutien au Rwanda, qu'ils arrêtent de vouloir dépecer le Congo.
et de tuer les Congolais. Le problème, c'est pas, comme on a dit mon frère Ndom, le problème n'est pas au niveau du Rwanda en tant que tel, mais c'est au niveau de ces gens-là. Mais il faudra que les Africains prennent leur courage pour aller leur parler à eux. Parce que Paul Kagame ne va pas écouter ici, il n'écoute personne. Donc, pour lui, les Africains n'ont aucun poids, n'ont pas le poids devant lui. Merci à vous, professeur Pidi Sassay. Je pense qu'on va avancer. On va avancer dans ce débat, messieurs, avec cette fois la deuxième thématique de ce soir, consacrée bien sûr à ce nouveau veto américain du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies, parlant justement d'une résolution introduite par l'Algérie. Et pour la troisième fois depuis le 7 octobre 2023, les États-Unis refusent qu'il y ait un cessez-le-feu du côté de Gaza. La résolution, on le rappelle, exigeait, cette résolution introduite par Alger exigeait l'arrêt des massacres, ou du moins du massacre, du génocide israélien du côté de la bande de Gaza. Ben, il n'en sera absolument rien. Pour être adopté, le texte devait recueillir au moins 9 voix pour et ne pas faire l'objet d'un veto d'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Professeur Pini Sassa, je préfère démarrer ce tour de table avec vous une fois de plus. Alors, à quoi renvoie ce veto américain, le troisième du genre, depuis le 7 octobre 2023? C'était le 25 octobre, le deuxième c'était le 8 décembre, et ça c'est le troisième qu'il déploie contre les résolutions du Conseil de sécurité, les résolutions du Conseil de sécurité lui-même. Le Conseil de sécurité élabore une résolution et le même Conseil de sécurité refuse la même résolution du même Conseil de sécurité. C'est ça qui est quand même étonnant dans cette affaire. Mais effectivement, mais ça pose le problème de ces fameux droits de veto que les puissances qui ont gagné la dernière guerre se sont octroyés pour pouvoir garder leur mainmise sur le monde. Et ça fait que le monde est aujourd'hui dans cette situation-là, n'arrive pas à évoluer à cause de ça fait vraiment une pesanteur terrible. Donc maintenant, ne pas prendre des résolutions, ça veut dire continuer la situation telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire la guerre. Oui. Or, la guerre, là, n'arrange personne, ni Israël, ni les territoires palestiniens. Donc, tout le monde est en insécurité. Hein, c'est ce que nous sommes en train de dire ici, même avec le Congo. Donc, quand on veut... on ne veut pas qu'il y ait une solution. Quand il y a dans une guerre, mais on voudrait que la guerre puisse continuer, donc ce sont des gens qui vont en pâtir. L'Israël se croyait très puissant, mais on a vu le 7 octobre ce qui s'était passé, la puissance a été réduite presque à zéro. Donc maintenant, vouloir rester dans cette position-là, c'est chercher encore à exploiter sa propre population. Et ça, malheureusement, ça va continuer. Parce que de l'autre côté, ils ne vont pas se laisser faire. Maintenant, les otages sont toujours là, en otage. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas réalité de gagnants là-dedans. Donc, une solution s'impose. Il vaut mieux qu'on revienne sur de bons sentiments, qu'il y ait une véritable résolution de la situation de ce problème palestinien et israélien. Il y a un problème qui se pose et ce problème doit être résolu. Maintenant, si on ne le résout pas, si on voudrait simplement passer en force, passer par des veto, les veto n'arrangent rien. Les veto là, américains n'arrangent rien du tout. Au contraire, ça va envenimer tuer la situation. Ça va faut tuer qu'il y ait plus d'armes, donc ça veut dire plus de morts. Hein, parce que c'est ce qui est quand même grave dans notre monde, pour un monde qui est soi-disant un monde de droits de l'homme où vraiment aujourd'hui c'est devenu un grand village, tout le monde connaît tout le monde, on sait à la minute ce qui se passe ailleurs, et de voir que sont des enfants qui doivent parfois se transformer en bombes humaines pour défendre leurs parents. Ça détruit tout. Donc, moi, je trouve que cette situation des veto américains, là, ils doivent quand même se ressaisir
pour trouver une véritable solution, on peut s'asseoir à une table, trouver une solution, parler sérieusement, au lieu de venir simplement de dire, de faire sortir à chaque fois les veto pour dire que rien ne doit s'arranger. Ben, à ce moment-là, on s'expose soi-même et on expose les mots. Il faudra savoir que le problème au niveau mondial avec les attaques des terroristes, ça a quand même démarré avec l'Algérie, hein, où on ne voulait pas justement que le problème se règle, avec le fameux fils, là, le Front islamique du salut. Vous voyez, le fait qu'on n'a pas voulu qu'il y ait une véritable solution, mais ça a amené le chaos au monde entier. Pourtant, voilà, rien que l'Algérie, là-bas, qui veut penser à ça? Donc, on doit faire attention. Il ne faut pas minimiser la Hamas pour dire que ce n'est que la Hamas, ça ne fera rien. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Donc, il est important qu'il y ait une solution aujourd'hui. Et je crois que c'est actuellement la solution, on peut trouver une solution. Ce que demandent les Palestiniens, leur demande est aussi légitime d'avoir une terre, de pouvoir vivre normalement comme tout le monde. C'est possible. C'est possible d'arriver à cela. Et ça, mais ça dépend de chacun des protagonistes, aussi bien dans la sous-région qu'en dehors de la sous-région, en Europe et aux États-Unis. Donc, tout le monde peut se mettre ensemble pour qu'il y ait une solution à ce problème palestinien. Il est temps pour nous. Merci à vous, professeur Pidi Sassai. Patient Pafendom, que pensez-vous justement du motif avancé par les États-Unis pour justifier ce nouveau veto? Washington estime que le texte présenté par l'Algérie n'apportait pas de paix durable, mais prolongeait plutôt la captivité des otages et la crise humanitaire du côté de la bande de Gaza. Je pense que les États-Unis, historiquement, seront responsables de génocide en cours actuellement à Gaza et même au niveau de la Cisjordanie. Historiquement, ils seront responsables et complices de ce qui se passe parce que de toute façon, nous le savons tous aujourd'hui, la plupart des bombes que Israël balance dans la bande de Gaza aujourd'hui sont des bombes américaines. La plupart des obus et tout ça vient des États-Unis. Le soutien n'est pas que militaire, il est aussi, on l'a vu cette fois-ci, diplomatique de la part des États-Unis. C'est extrêmement grave pour une puissance qui est encore se considérée comme l'hyperpuissance, comme le gendarme du monde, d'être complice de quelque chose de honni par la conscience humaine, par l'humanité toute entière, c'est-à-dire une volonté manifeste d'une des parties du monde d'éliminer radicalement un peuple au vieux de tous. Je pense que nous sommes en plein XXIe siècle. On pensait que c'était des ambitions révolues et des ambitions macabres révolues et des choses qu'on ne vivra plus jamais. Mais on les vit aujourd'hui. Il y a des témoignages, des milliers de témoignages aujourd'hui, du corps médical, des journalistes qui sont d'ailleurs l'une des cibles favorites des forces armées israéliennes aujourd'hui, mais aussi des observateurs qui voient ce qui se passe. Le monde entier dit qu'il faut arrêter ce massacre. Ça ne peut pas continuer le massacre des bébés, des femmes, des enfants, au vieux de tous, sous le fallacieux prétexte qu'il y aurait, n'est-ce pas, encore des otages entre les mains de la résistance palestinienne. On sait pertinemment qu'en cas de cessez-le-feu, en cas de l'acceptation de la part d'Israël et de ses soutiens du simple principe de deux États vivant côte à côte et avec des aménagements qu'on peut faire, on l'a vu d'ailleurs avec les accords d'Oslo, on peut rapidement arriver à la libération de ces otages, d'autant plus que en amont, chaque fois qu'il y a eu des moments d'accalmie, il y a des otages qui ont été libérés. Des deux côtés. Donc les États-Unis sont dans une situation où on a l'impression que finalement, Biden est le tout puissant président des États-Unis, mais seulement une puissance factice. On a l'impression qu'il est plutôt aux ordres, à la remorque de la volonté de M. Netanyahou et de ses faucons
d'extrême droite israélienne, d'ailleurs, des ministres qui sont dans le gouvernement de Netanyahou le disent qu'il fallait larguer une bombe atomique là-bas pour en finir avec ce genre. Vous avez des évocations du type de peuple de lumière face au peuple des ténèbres, des animaux humains, des tas de choses que personne n'accepterait ailleurs, mais qu'on accepte aux Israël tout simplement parce que, j'allais dire, le lobby israélien est tellement puissant. Il y a des élections qui arrivent pour M. Biden, la finance israélienne, non, je ne parle pas de la finance, mais la finance mondiale étant plus ou moins caporalisée par ces élites-là, on a bien peur de perdre de soutien assez important. Mais il y a aussi, de fond en comble, le fait que c'est une autre guerre au niveau, au-delà des perceptions, mais une guerre réelle du monde de demain. Comment sera le monde de demain? Parce qu'en poussant Israël à accepter le principe de deux États, nous sommes déjà en plein dans la résolution des conflits, mais avec, n'est-ce pas, une grille de lecture d'un monde multipolaire. C'est ce que les États-Unis refusent d'accepter aujourd'hui, surtout les élites anglo-saxonnes, qui ont fait d'Israël le pont avancé de leur présence dans cette zone-là, qui est riche en pétrole et en tout ce que nous savons, et qui nourrit beaucoup d'oligarchies occidentales aujourd'hui. Donc je crois que la conscience humaine, et je continue de tirer au chapeau à la diplomatie sud-africaine, là où maintenant c'est la diplomatie algérienne. Ça veut dire que c'est une initiative également à saluer. Oui, mais vraiment, ce courage algérien, comme le courage sud-africain à la CIG, est à mettre à l'actif d'un regain, n'est-ce pas, de volonté de l'Afrique de s'affirmer sur le plan international comme un pôle majeur avec lequel il faudra compter prochainement dans le cadre de la refondation du Conseil de sécurité de l'ONU pour que l'Afrique puisse avoir des postes de membres permanents, parce que l'Algérie a agi comme un membre non permanent, mais permanent, pour que justement on ne continue pas à vivre ce chaos avec ces droits de veto qui n'ont aucun sens et qui continuent d'entretenir cette déshumanisation de l'humain que nous voyons et qui ne fait honneur à personne. Donc je crois sincèrement que les pressions doivent continuer, les opinions occidentales comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut que M. Biden revienne à la raison parce qu'ils sont en train d'impliquer les États-Unis dans ce génocide qui est en train de se produire sous nos yeux. On ne parlera pas que d'Israël, on parlera aussi des États-Unis de M. Biden qui ont été complices de cette affaire-là. Effectivement, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, on voit très bien que M. Hitler n'était pas seul. Il fut accompagné, par exemple, par M. Mussolini. Mais ici, avec d'autres avec plus de force encore, hein, parce que les États-Unis, il suffirait qu'ils tapent du poing sur la table et disent franchement, Israël, c'est terminé. Je crois que ce serait terminé. Mais on ne peut pas comprendre comment M. Netanyahou puisse résister et dire même à M. Biden, de toute façon, tout ce que vous voulez faire là-bas, je ne suis pas impliqué, ça ne peut pas me faire bouger d'un iota, je continue ma guerre. D'abord, je vais m'attaquer à Rafah bientôt, et que le monde occidental soit comme un peu groggy, et ne puisse pas dire. Ça veut dire qu'on a l'impression que plus rien ne peut arrêter Benjamin Netanyahou, qui a décidé de lancer justement cette offensive, qui a d'ailleurs une offensive déjà effective du côté de Rafah, avec certains lieux qui sont d'ores et déjà bombardés. Patient parfait. C'est incroyable. Qui pourra arrêter Benjamin Netanyahou? Il nargue les décisions de la CIG. Personne au sein de la communauté internationale n'a le courage de lui dire stop, messieurs, comment on arrête ce genre de dirigeants patient parfait? Ce sont les puissances et les lobbies anglo-saxons qui peuvent le faire. Mais malheureusement, peut-être qu'ils ont d'autres agendas que nous ne maîtrisons pas. Et nous voyons comme le peuple palestinien est sacrifié comme l'agneau de sacrifice, n'est-ce pas, du haut de ses ambitions encore obscures de ces gens. Et malheureusement, qui mettent en mal ce qu'on appelle la diplomatie internationale, qui mettent en mal même cette tenue-là, parce que quand vous avez un représentant d'un pays important comme Israël qui vient à la tribune de l'ONU et déchire, à Mondiovision, des résolutions, n'est-ce pas, de l'ONU, on se pose la question, mais finalement, à quoi ça sert? À quoi ça sert tout ce cycle-là? Pourquoi on peut continuer de parler d'une diplomatie internationale, d'un pouvoir international, d'une capacité, n'est-ce pas, de cette instance fêtière mondiale de réguler et de régler des problèmes qui s'imposent à notre monde? On a l'impression que nous sommes dans deux mondes parallèles. Les uns qui estiment, justement, se considèrent comme le peuple élu, comme des gens qui ont tous les droits, et d'autres qui doivent subir
n'est-ce pas, leur désirata, je dis que M. Biden a une responsabilité non négligeable dans cette traversée du désert, du droit international, et cela ne peut pas du tout être acceptable par ceux qui veulent aujourd'hui refonder justement ce monde avec un monde multipolaire basé sur un véritable droit international qui sera le respect, n'est-ce pas, des souverainetés des uns et des autres dans ce monde où nous espérons que, bon, quelque chose de nouveau va se produire en termes de nouveaux paradigmes. Voilà. Pour sortir de l'émission, professeur Pidi Sassaï, c'est également une initiative qu'il faudrait nécessairement saluer. Cette initiative algérienne avec notamment ce projet de résolution introduit notamment par Alger qui n'a finalement obtenu que 13 votes pour, un vote contre et une abstention. Mais ne m'énerve pas, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup. On rappelle que s'il n'y avait pas eu le veto américain, mais le projet de résolution serait passé comme une lettre à la poste. Oui, oui, mais c'est une résolution de la Ligue arabe, en réalité portée par l'Algérie. Mais c'est une résolution quand même qui était, oui, qui malheureusement qui n'est pas passée, mais qui était quand même équilibrée, cherchant à ce qu'il y ait d'abord un cessez-le-feu, c'est ça qu'on voudrait, qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat pour que la population puisse respirer, ne fût-ce que chercher à manger, ne fût-ce qu'à chercher un peu d'eau à boire pour le moment. Tout cela n'est pas possible. Ne parlons même pas de l'école pour les enfants, ne parlons de rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Or, on ne peut pas continuer comme cela. Donc, il est important qu'il y ait un cessez-le-feu, que les gens puissent quand même continuer à vivre parce que tout le monde n'est quand même pas les Hamas. C'est ça le problème. Donc, les Hamas qu'ils veulent punir n'est pas puni, c'est peut-être la population qui est punie. Les Hamas continuent avec ces armes. Donc, le Hamas n'est pas défait. C'est peut-être la population qui est tuée. Alors, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on gagne? Donc, pour cela, il était important, effectivement, cette résolution-là de l'Algérie, que l'Algérie puisse, en fait, de la Ligue arabe, portée par l'Algérie, mais c'était important qu'on puisse maintenant arriver justement à la diplomatie, au dialogue, que les armes puissent se taire, parce que les armes ne résolvent pas le problème dans le monde. À aucun moment, les armes n'ont résolu le problème dans le monde. Les armes détruisent tout, mais c'est finalement en se mettant autour d'une table qu'on trouve des solutions. Donc, il est important là qu'il y ait de la sincérité, justement. On a là aussi un dirigeant qui est tout à fait têtu, qui se croit tout permis, qui va le faire, voilà, le premier il est là, qui va le faire, qui va le ramener à la raison. Parce que, est-ce que même les États-Unis sont capables de ramener Netanyahou à la raison? Ça, je ne sais pas. Mais oui, mais on devra continuer. Je crois que si la résolution de l'Algérie n'est pas passée, il faudra peut-être que notre pays puisse prendre les relais. La Chine, par exemple, peut aussi arriver avec une résolution. Même la Russie peut aussi, ou la Chine avec la Russie ensemble, peuvent aussi arriver avec une résolution. Parfois, comme de toute façon, qu'il y ait une solution à cette situation, qu'il y ait des véritables diplomates qui puissent démarcher du côté des États-Unis, du côté de l'Angleterre, notamment de la France, pour que tous ensemble, qu'il y ait une résolution. Parce que les Américains, les États-Unis... Pour sortir, professeur, nous sortons par là. Oui, donc les Américains ont apporté une contre-résolution, mais que d'autres n'ont pas accepté non plus. Peut-être maintenant, il faut mettre les deux résolutions-là ensemble pour trouver l'équilibre afin que tout le monde qu'on puisse trouver la résolution qui va départager tout le monde et qui sera celle qui sera acceptée par tous. Et bien sûr, la contre-résolution proposée par les États-Unis, un cessez-le-feu provisoire pour la libération des otages israéliens en priorité.
Patient parfait, donc je vous vois sourire, mais malheureusement pour nous, le temps nous tient. Nous sommes pris justement par ces contraintes de temps. Voilà donc qui met un terme à cette édition du Point sur l'actualité, édition du 21 février 2024. Merci à vous, Patient parfait d'homme, professeur Pini Sassaï, en direct de Bruxelles ce soir. Je rappelle que vous êtes géostratège, géopoliticien, enseignant également. Merci à nos nombreux téléspectateurs, auditeurs, pour ceux qui nous prennent en relais sur la 96.3 FM. Merci à la grande équipe de la réalisation. Portez-vous bien, nos programmes se poursuivent sur For You Media Africa.